Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous proposons de sillonner les Hautes-Pyrénées. Un département où les habitants sont fiers de leur terroir, de leurs traditions et de leur culture. Au cours de ce voyage, vous découvrirez un observatoire astronomique unique au monde, perché à plus de 2800 mètres d'altitude. Ah oui, ici, tu es sur un des plus beaux belvédères des Pyrénées. C'est juste magique. Puis vous partirez dans le Parc national des Pyrénées, à la découverte de l'un des sites les plus spectaculaires du département. Avec un petit vent qui agite l'eau en surface et le soleil qui scintille sur les vaguelettes. Oh là là, c'est vraiment trop beau. Enfin, vous vivrez une expérience mystique au cœur du plus grand sanctuaire religieux de France. Alors déjà, c'est une des plus grandes églises au monde. C'est un exploit technique. Ce voyage, c'est bien sûr en compagnie d'authentiques Pyrénéens que nous allons l'entreprendre. Grâce à eux, vous allez plonger dans un département parfois inattendu. Pour commencer votre balade dans les Hautes-Pyrénées, nous allons vous faire découvrir l'un des plus jolis bourgs qu'abritent les paysages de la vallée d'Or et du Louron. Situé à 700 mètres d'altitude, le petit village d'Arreau a su préserver son caractère pittoresque, ainsi que de nombreux vestiges issus de son riche passé. Pour nous guider dans cette balade, nous allons suivre les pas de Bastien, un gars du coin, amoureux de sa région et athlète bien connu des Pyrénéens. En 2017, il a remporté le championnat du monde de ski de vitesse, devenant ainsi la fierté de son département. Suivons Bastien au cœur de ce ravissant village. Niché au creux d'un vallon, Arreau fait le bonheur de ses quelques 800 habitants dont fait partie Félix. Ce pêcheur aguerri est bien connu de tous ici. Salut Félix. Comment vas-tu? Tiens, ça va. J'essaye d'attraper une jolie petite truite fario. Et là, c'est un peu difficile. Mais bon, je désespère pas. Bon, j'imagine que tu es venu pour autre chose que pour m'encourager à la pêche. Je pourrais, mais pour voir le village un peu aussi. Bon, on va aller faire un tour. Allez, je ça replie va. la canne et on y va. Allez, ok. Situé à la confluence de deux rivières, les Nestes d'Or et du Louron, le village d'Arreau est bercé en permanence par le bruit de l'eau provenant des montagnes alentours. Dans Arreau, il y a le terme de l'eau. Donc Arreau est indissociable de l'eau. Et l'eau, ici, ça a été la richesse aussi du bourg, puisqu'à une certaine époque, économiquement, il y avait des moulins quasiment tous les 100 mètres sur ces cours d'eau. On n'en a plus actuellement? Ah non, ils ont disparu progressivement, c'est l'évolution moderne. Village de passage et de commerce, Arreau a longtemps tiré le bénéfice économique de sa situation privilégiée. La prospérité de cette ancienne capitale locale a laissé au bourg un riche patrimoine. Donc ici, Félix, on se trouve dans le cœur historique du village. Voilà, on est devant la halle-mairie, qui est un bâtiment ancien, puisqu'il existait en version bois
du XVIe siècle a priori. Et ensuite, en 1932, ça a été refait avec une architecture plus solide. Avec ses murs extérieurs décorés par de faux pans de bois, cette jolie mairie reprend le style de nombreuses maisons typiques dans la Vallée d'Or. Poursuivons notre visite. À quelques mètres de là, dans la rue principale, vous ne pourrez pas manquer cette bâtisse gothique classée aux monuments historiques. On est devant la plus célèbre maison d'Arreau, qui a comme caractéristique d'avoir un soubassement en marbre gris des Pyrénées. Elle date du XVIe siècle. C'est une famille qui était des notables d'Arreau qui ont fait édifier cet ouvrage en reconnaissance au roi de France, Louis XI. Après avoir reçu leur lettre de noblesse, les riches propriétaires de cette maison ont souhaité rendre hommage au monarque. Alors quoi de mieux qu'une façade entièrement décorée par des fleurs de lys, au symbole de la royauté française. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est assez extraordinaire d'avoir encore un vestige de cette époque de nos jours. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'elle est très visitée. Et puis c'est une maison qui a pas une ride. Hein. Quittons Arreau et le charme de ces vieilles maisons et poursuivons notre balade dans la vallée d'Or et du Louron. Chaque été, dès que la végétation est propice, ce sont des centaines de troupeaux que les bergers emmènent paître dans les estives. Plus communément appelée transhumance, elle attise tous les ans la curiosité de nombreux visiteurs. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le métier de berger, alors nous vous invitons à pousser la porte de cette ferme qui surplombe la vallée de Campan. Elle appartient à des bergers de haute montagne, amoureux des grands espaces et passionnés par leur activité. Salut Yann. Salut Bastien. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va, ça va. Et bienvenue à la vie d'estive. Tu vois, là, je suis en train de finir, on est maintenant en septembre, le regain. C'est la deuxième pousse de l'année. On a fait le foin cet été, et puis là ce qui reste c'est un peu plus riche pour les bêtes puisque sur la ferme on élève des brebis. Cela fait 10 ans que Yann et son collègue Cédric ont quitté l'effervescence de la ville pour reprendre cette ferme traditionnelle de haute montagne. Mais faire tourner une exploitation en altitude n'est pas de tout repos. Bon, je te propose qu'on rentre un petit peu de foin ensemble. Je te montre comment on charge le ciarré. Le ciarré, c'est ce grand sac de toile utilisé pour faire les ballots de foin. Dans les paysages en pente, c'est l'unique moyen pour acheminer le repas des brebis jusqu'à la bergerie. Ils ont à manger pour combien de temps? Là, pas longtemps, là, hein. Parce qu'il y a 200 brebis à nourrir tous les jours. C'est 600 kg de foin en hiver qu'il faut distribuer. Chaque ciarré peut contenir jusqu'à 80 kg de foin. Et la vraie difficulté dans cet exercice, c'est d'arriver à le porter sur les épaules. Ça te dit d'essayer ou pas? Je suis là pour Tente ça. le jeu, allez vas-y. T'essayes, donc tu te la quilles et là tu fais basculer. Crac, parfait. Tu le mets dans l'axe et c'est bon. Je sais pas si je peux tenir. Ça va. Faut que tu arrives à te trouver le centre de gravité, quoi. Voilà. Ok. Et bien c'est bon, Bien. tu l'as dessus, on va y aller, c'est toi qui vas la porter du coup celle-là. Bastien peut s'estimer chanceux de n'avoir qu'un seul trajet à faire. Chaque année, nos bergers peuvent transporter et entreposer jusqu'à 100 ballots de foin pour nourrir leurs troupeaux. Soit près de 8 tonnes, rien qu'à la force du dos. Tu te sens de monter à l'échelle? Je sais pas, comme ça là? Ouais. Tu te le cales? Ah ouais. Ouais. Voilà, parfait. Eh bien, merci. Ouah, Bon, merci Bastien pour le coup de main. c'était éprouvant. Et tant que t'es chaud, je te propose qu'on aille chercher ensemble les brebis. On va prendre le chien. Lutte, viens au pied, viens. Allez, on y va. Recule. Sur les 200 bêtes qui composent leur troupeau, plus des 3/4 sont partis en estive. Restent à la ferme les agneaux de renouvellement, encore trop jeunes pour les pâturages de montagne. C'est une race particulière et correspond à quelque chose. Donc là, tout le troupeau que l'on a devant, à l'exception d'une bête, c'est toute la race, une race locale, Or et Campan, comme la vallée d'Or, Arreau.
d'accord, et campant, où nous nous trouvons. Donc dans cette race-là, on a des brebis noires et des brebis blanches. Tu vois, elle est plutôt élancée, avec des fines, et donc elle est très bien adaptée à des pentes très raides. Tu vas les retrouver sur les falaises, en haute montagne, à 3000 mètres. Bien que rustique, cet animal a la peau fragile. Alors pour la tonte ou les soins, mieux vaut être agile pour pouvoir les attraper. Reste à voir si Bastien saura reproduire cette surprenante prise de judo. Tu essayes ? Allez. Allez, vas-y. Ok. Comme ça, clac, vas-y, d'un coup. Hop, et tu l'assois. Oh, belle. Voilà. Oh, loulou. Ouais. C'est bon, tu m'embauches. C'est bon, t'as le premier niveau de verger là. Je vais aller chercher la tondeuse. Tiens là. Être éleveur en haute montagne, c'est se consacrer 7 jours sur 7 et 365 jours par an à ces animaux. Voilà pourquoi Yann et Cédric ont choisi d'ouvrir leur ferme au public. Une façon ludique et conviviale de transmettre leur savoir et de faire partager leur métier passionnant. Quittons la vallée d'Or et du Louron et allons prendre de la hauteur sur l'un des sommets les plus majestueux des Pyrénées. Perché sur sa montagne, à 2877 mètres d'altitude, l'Observatoire du Pic du Midi est un véritable emblème ici en Bigorre. Depuis 1890, ce monument est entièrement dédié à l'étude du Soleil, des planètes et des étoiles. C'est à la Mongie, au pied du téléphérique, que Nicolas, géographe et responsable du site, a donné rendez-vous à Bastien. Salut Nico. Salut Bastien. On va découvrir ce célèbre pic du Midi. Eh bien allez, c'est parti. Si aujourd'hui 15 minutes suffisent pour accéder au pic, à la fin du 19e siècle, la montée était nettement moins aisée. Cela n'a pourtant pas découragé une poignée de savants fous dans leur projet d'y construire une station météorologique à l'aide de porteurs et de mulets. Ce n'est qu'en 1952 qu'un premier téléphérique est inauguré. Longtemps réservé aux scientifiques, ce site est aujourd'hui accessible à tout public. Et voilà, monsieur, dames, bienvenue au Pic du Midi. Bonne visite. Merci. Et ce que les touristes veulent voir en priorité lorsqu'ils arrivent à l'observatoire, c'est la vue panoramique que ces terrasses offrent sur les montagnes. Je viens très régulièrement au pic depuis que je suis tout petit, mais c'est toujours aussi exceptionnel. Le panorama est incroyable. Ah oui, bah ici, tu es sur un des plus beaux belvédères des Pyrénées. Hein. C'est juste magique. Comment c'est possible d'avoir une structure aussi impressionnante en haut d'une montagne? Alors, effectivement, ici, on a un édifice véritablement gigantesque. En quelques chiffres, le pic, c'est près d'1 hectare de plancher. On a plus de 12 niveaux en comptant le bâtiment interministériel et sa grande antenne. Et on a plus de 4 km de galeries. Donc c'est vraiment une infrastructure énorme. C'est un lieu qui fascine. Moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est un lieu à la Jules Verne. C'est un lieu d'épopée, d'aventure, de science. C'est quasi futuriste. Et quitte à parler de science, il y en a un qui t'en parlera bien mieux que moi, c'est Éric Josselin, que je t'invite à aller retrouver sous sa coupole au télescope Bernard-Lyot. Super, bon, merci en tout cas. À très bientôt. Bonne visite. Chargé d'histoire, cet observatoire mythique est encore aujourd'hui un haut lieu de recherche scientifique. Depuis son ouverture au public en 2000, il est même possible de visiter une partie de ses coulisses. Directeur scientifique de l'observatoire, Éric étudie le magnétisme des étoiles à l'aide du gigantesque télescope Bernard-Lyot, un incontournable ici au pic. Salut Éric. Salut Bastien, bienvenue à l'observatoire du Pic du Midi et au télescope Bernard-Lyot en particulier. C'est très impressionnant. Donc le télescope le plus haut sur le sol français, puisqu'on est à presque 2900 mètres d'altitude, le plus grand aussi, un peu plus de 2 mètres. Donc si on est sous le miroir, hein, donc 2 mètres de diamètre, donc le miroir c'est... Sous ce truc métallique, il y a un miroir. Exactement. Donc c'est un gros bloc de verre qui est recouvert d'une couche d'aluminium. Donc tu vois toute la lumière collectée à travers ce miroir de 2 mètres et concentrée à l'intérieur de cette fibre optique qui va donc acheminer l'ensemble de la lumière collectée à travers la monture jusqu'au niveau 1 où se trouve l'instrument qui va enregistrer et analyser la lumière collectée sur les étoiles. Surveillé 24 heures sur 24 à l'aide de cette petite caméra, le télescope Bernard-Lyot est piloté à distance dans une salle située quelques étages plus bas. On arrive ici dans la salle secrète.
Voilà, donc c'est ici que tout est réalisé pendant la nuit, donc c'est la salle de contrôle, avec le poste de pilotage du télescope, le poste d'acquisition de données, et tu vois ici il y a un spectre, donc pour nous une étoile ça ressemble à ça, hein, donc la lumière décomposée avec une sorte de code barre. Ok, donc une étoile pour vous, c'est ça. Une étoile pour nous c'est ça. Menacé de fermeture à la fin des années 90, l'observatoire jusqu'ici réservé à la recherche a été sauvé en partie par son ouverture au grand public. Ainsi, depuis plus de 20 ans, scientifiques et visiteurs cohabitent dans cet édifice hors du commun. Un lieu unique en France que nous vous recommandons vivement d'aller visiter. Les Hautes-Pyrénées possèdent décidément bien des richesses. Pour votre prochaine étape, nous vous proposons de faire une halte dans une petite ville au charme indéniable. Bienvenue à Cauterets. Située à 950 mètres d'altitude, Cauterets est l'alliance parfaite d'une petite ville de montagne et d'un village aux allures citadines. Accueillant près de 6000 curistes chaque année, c'est une des stations thermales les plus réputées des Hautes-Pyrénées. D'origine chilienne, Hortense est très attachée à son département d'adoption. C'est elle qui nous accompagnera lors de cette nouvelle escapade. Pour commencer cette balade dans Cauterets, elle a fait appel à Mathieu. Salut Mathieu. Salut Hortense. Employé à l'office de tourisme, il est intarissable sur l'histoire de ce village. Direction l'Esplanade des Œufs, un lieu chargé d'histoire. Elle est très jolie cette place. Alors oui, là on est vraiment sur une place très typique de Cauterets. Et auparavant, dans les années 1900, quand vraiment c'était l'explosion du thermalisme sur Cauterets, ben là il y avait toutes sortes d'activités et toutes sortes de loisirs. Il y avait même le casino, il y avait un kiosque, il y avait des musiciens, il y avait des montreurs d'ours, de tout. On a vraiment l'impression d'avoir une mini place de Paris qui s'est implantée au cœur de Cauterets. Alors tout à fait, en fait, si tu veux, ici, l'esplanade elle s'est construite en plusieurs parties. Il y a évidemment ce colossal bâtiment qui était la partie centrale des thermes en fait, sur Cauterets à l'époque. On est là au 19e siècle. Et en plus de ça, si tu veux, toute la galerie qui est là, en fait, c'était la porte latérale de l'Expo universelle à Paris en 1900 et qui a été construite par Baltard. Et puis en plus de ça, si tu veux, à l'époque, au 19e, le tout Paris venait là. Il venait ici en villégiature, à la fois pour profiter des eaux de Cauterets, puisque c'était vraiment la cité thermale de prédilection à l'époque. Et d'ailleurs, des actrices célèbres de l'époque, comme Sarah Bernhardt, venaient ici profiter des eaux, mais aussi de la montagne. L'histoire et le développement de Cauterets sont étroitement liés à la richesse des sources d'eau qui ont fait sa renommée. Construit en 1844, l'édifice où nous emmène Mathieu témoigne de cet âge d'or du thermalisme. On vient de quitter l'esplanade qui me faisait penser à Paris pour arriver à Rome. Alors tout à fait, tu as raison. C'est vrai qu'entre les colonnes et l'œilleton en haut, ça fait tout à fait penser à un temple romain. Mais malgré son nom, en fait, César n'est jamais venu ici. Mais par contre, ici, c'est le centre néotherme. Et puis juste à côté de nous ici, on a l'autre centre qui est historique, qui maintenant est un spa thermal. Mais avant, en fait, c'était le pavillon des enfants. Donc en fait, il y avait une spécialité aussi sur Cauterets qui était de soigner les enfants. Et du coup, pourquoi les curistes viennent principalement à Cauterets ? D'abord parce que c'est beau, évidemment, on est au milieu de la montagne. Et puis en plus de ça, c'est reconnu depuis vraiment très longtemps, puisque les Romains venaient déjà ici. D'ailleurs, les sources historiques sont juste au-dessus des thermes de César. Et donc du coup, ce thermalisme s'est développé énormément, et la qualité de l'eau, et ça a permis d'accueillir énormément de monde sur Cauterets, quoi. À la fin du 19e siècle, Cauterets attire des curistes toujours plus nombreux. À cette époque, c'est un tramway électrique qui les transporte jusqu'au centre du village, avec pour terminus un édifice unique en son genre. Alors Hortense, écoute, on est à la gare de Cauterets, c'est un monument historique, classé depuis 1981. C'est un bâtiment qui fait quand même 50 mètres de long. Puis c'est vrai qu'il a une architecture un petit peu particulière. Alors d'après toi, on est un peu dans quel univers là? Univers western. C'est exactement ça, sauf qu'en fait, ça a été fait à Bordeaux. D'accord. Et du coup, ils l'ont construite là-bas, ils l'ont démontée et ils l'ont remontée entièrement ici. Et tout ça en 1 mois et demi. C'est-à-dire que c'était vraiment un défi pour l'époque, puisqu'on est quand même en 1898. Donc c'est quand même assez phénoménal de faire ce type de structure. Ambiance Far West, belle époque, ou terme romain,
il existe forcément un style architectural qui saura vous séduire lors de votre prochain passage à Cauterets. Aux portes de ce village, de nombreux sentiers offrent aux visiteurs la possibilité de s'échapper et de prendre un bol d'air pur dans le parc national des Pyrénées. C'est au cœur de ce territoire sauvage et préservé que nous retrouvons Hortense. Direction le célèbre pont d'Espagne, où l'attend Vincent, guide accompagnateur de haute montagne. Bonjour Vincent. Bonjour Hortense. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va. Tu as fait bonne route? Très bien. Autrefois lieu de passage pour les échanges avec l'Espagne, ce pont est aujourd'hui le point de départ vers l'un des sites les plus visités du département, le lac de Gaube. Pour accéder à cet endroit mythique, certains feront le choix de la randonnée via le GR10. Pour les autres, il existe une deuxième option bien plus rapide. Nous arrivons au départ du télésiège Hortense qui va nous amener en un quart d'heure à proximité du lac de Gaube. Avec ce temps, ça va être merveilleux. Hop. Merci. En l'espace de quelques minutes, ce télésiège bien pratique vous fera gagner 200 mètres de dénivelé sans effort. Ainsi, le temps d'une ascension, vous aurez tout le loisir de profiter du joli panorama qu'offrent les vallées environnantes. Bienvenue. Merci camarade. Allez-y, relevez la barre. Et vous descendez juste ici à gauche. Allez-y. Hop là. Bon, pour le lac de Gaube, c'est facile, il faut suivre la flèche là. Hortense et Vincent vont devoir marcher 20 petites minutes avant d'arriver à destination. Une balade bucolique à l'ombre de sapins centenaires. Alors, tu vois Hortense, ici, on voit les arbres couverts de filaments verts. Ils sont partout autour de nous. Et effectivement, on en voit partout. Ça, c'est une espèce particulière de lichen. Donc le lichen, mi-algue, mi-champignon. D'accord. Et celle-ci est un excellent marqueur de la bonne santé de l'air, de l'absence quasi totale de pollution atmosphérique. C'est bien connu, partir à la montagne, c'est prendre un grand bol d'air pur. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, car quelques centaines de mètres à peine nous séparent du splendide lac de Gaube, niché au cœur de sa vallée glaciaire. En toile de fond, le Vignemale, plus haut sommet des Pyrénées françaises. Ouais, c'est vraiment joli. C'est sublime. Ces couleurs. Avec un petit vent qui agite l'eau en surface et le soleil qui scintille sur les vaguelettes. Oh là là, c'est vraiment trop beau. Situé à 1725 mètres d'altitude, le lac de Gaube est sans aucun doute l'un des plus beaux lacs pyrénéens. Avec ses 2 km de berge et sa surface de plus de 19 hectares, il doit sa renommée à sa magnifique étendue d'eau couleur turquoise. Alors, ce qui surprend en tout premier lieu, c'est la couleur du lac. Ah oui, c'est splendide. Et ça, c'est lié à la qualité des eaux de montagne, qui sont très peu chargées en sédiments et qui sont assez transparentes. Et donc l'eau du lac de Gaube provient en partie du glacier? En partie, mais pas seulement. C'est des eaux de source, c'est des eaux de ruissellement de surface après les pluies, et c'est de l'eau de fonte des glaciers qui restent sur la face nord du Vignemale. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un lac glaciaire assez bas en altitude. Et le fait que ce soit un lac glaciaire assez bas fait que tout le long du 19e siècle, le lac de Gaube a été une des excursions majeures pour les gens venus prendre les eaux à Cauterets. On pouvait trouver ici des dames en robe à crinoline, des messieurs en redingote, qui arrivaient ici à proximité d'une petite cabane de pêcheurs et ils faisaient griller les truites là au bord du lac pour les satisfaire. Si au XIXe siècle, le lac de Gaube fait partie des grandes destinations à la mode, de nos jours, ces paysages fascinent toujours autant les milliers de visiteurs qui s'y rendent chaque année. Moi, j'invite vraiment tout le monde à venir sur ce lieu magique, mais accompagné, bien sûr.
Et oui Vincent, ce ne sont pas les guides qui manquent ici. Grâce à eux, vous aurez la chance de découvrir en toute sécurité le lac de Gaube, un lieu magique qui vaut définitivement le détour. Si lors de votre randonnée, vous n'avez pas eu la chance de découvrir la faune sauvage pyrénéenne, sachez qu'il existe un parc où vous pourrez l'observer en toute tranquillité. Implanté sur plus de 14 hectares, non loin d'Argelès-Gazost, le parc animalier des Pyrénées vous invite à vivre une expérience inoubliable au beau milieu des montagnes. Benjamin est soigneur animalier au parc depuis 2 ans. Bonjour Benjamin. Bonjour France, ça va? Oui et toi? Ça va bien, bienvenue au parc. Avec lui, nous allons partir à la rencontre d'espèces sauvages emblématiques du coin. Direction l'enclos du carnivore le plus traqué et le plus méconnu d'Europe. Le loup gris. Ça te dit de m'aider à les nourrir? Je vais essayer. Allez, on y va. Hop, tu peux lui jeter un morceau de viande. Allez, j'enchaîne. Ouf. Yes, il va venir, regarde. Trouvé. On les sent quand même encore un peu craintifs. C'est des animaux très craintifs. Le loup gris, ça fait partie des animaux les plus craintifs qu'on ait ici en Europe. On est à l'opposé du grand méchant loup. C'est des dizaines et des dizaines d'années de persécution, de chasse. Et donc c'est un animal qui a compris que l'être humain, c'était nocif pour lui. Et on en trouve encore des loups gris dans les Hautes-Pyrénées? Alors le loup gris dans les Hautes-Pyrénées, il arrive de manière naturelle depuis maintenant 2-3 ans. Donc c'est une bonne chose que le loup revienne. On appelle le docteur des animaux, il va toujours chasser les animaux qui sont malades, les animaux qui sont vieillissants, les animaux blessés. Et du coup, le retour des grands prédateurs sur notre territoire est primordial pour réguler les espèces d'ongulés sauvages qui sont aujourd'hui dans beaucoup de départements en nombre excessif, le sanglier et le chevreuil notamment. À nous, êtres humains, de trouver des solutions pour continuer à vivre avec ces animaux-là. Depuis sa création, ce parc animalier s'est donné pour mission de sensibiliser le public à la sauvegarde des animaux menacés, notamment dans les Pyrénées. Il accueille ainsi une centaine d'espèces telles que l'ours brun, le lynx, mais aussi le gypaète barbu, le grand vautour fauve et même le bouquetin ibérique, éradiqué par les chasseurs au siècle dernier. Mais le bouquetin ibérique, je croyais qu'il n'en restait plus dans les Pyrénées. Ça a mis plus de 30 ans à peu près, mais on a réussi à réintroduire le bouquetin ibérique dans les Pyrénées côté français. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une petite population, ici notamment dans le parc national des Pyrénées. Il y a une centaine d'individus qui vivent côté français maintenant. Et on peut voir d'autres bouquetins ibériques dans les autres parcs animaliers? On est les seuls à les présenter, nous, ici en France, ce bouquetin, et ça nous tient vraiment à cœur en tant que parc animalier des Pyrénées, de participer à sauver, à réintroduire ces espèces-là et de faire parler, de faire connaître à tous ces animaux qui sont emblématiques, qui sont des têtes d'affiche. Si les bouquetins ibériques sont les vedettes du programme de réintroduction du parc, les stars que tout le monde s'arrache ici, ce sont ces petites marmottes joufflues, vraiment pas farouches. Et quand il n'y en a plus? Décidément, le parc animalier n'en finit pas d'étonner. Un lieu idéal pour une promenade en famille qui ne vous laissera que des bons souvenirs. Ah, ça griffe. Elle va me refaire le brush. En poussant votre visite à 20 km plus au nord, vous tomberez forcément sur cette manufacture située à Esquies-Serres. Une entreprise familiale qui confectionne couvertures et lainages depuis 1891. Damien est l'arrière-arrière-petit-fils des fondateurs des lieux. Étape par étape, il va nous expliquer le processus de fabrication de ces étoffes 100% pyrénéennes. Dirigeons-nous dans un premier temps là où tout commence, le stock. Dans cette pièce exiguë, Damien entrepose sa matière première, la laine. Des centaines de toisons brutes fournies directement par les éleveurs locaux. Si tu touches ces laines, elles sont très grasses. Donc la première étape, ça va être de débarrasser ces laines en fait, de tout ce gras qu'elles contiennent. Donc ça, c'est la laine qui a été lavée et qui du coup n'a plus aucune impureté. Voilà, ça c'est la laine qui est complètement propre. Donc maintenant, on va la mener à la prochaine étape. Tu vas m'aider, on va partir en chariot et on va la carder. Allez, c'est parti. Et à droite.
Étape importante, le cardage consiste à démêler et à lisser la laine. Disposée à l'entrée de cette machine, elle va peu à peu être entraînée par des rouleaux munis de milliers de petites pointes métalliques. Donc voilà ce que devient la laine une fois qu'elle a été cardée. Donc il y en a une partie qui va devenir un matelas moelleux comme ça, qui va servir pour la garniture des couettes. Là, c'est impressionnant. C'est marrant, c'est tout doux, c'est tout moelleux. Et également une autre partie donc, qui va être travaillée un peu différemment. Tu vois, c'est ce voile-là qu'on va venir retordre pour obtenir le fil qu'on va utiliser ensuite dans les métiers à tisser. D'accord. Le métier à tisser, c'est cette imposante machine mécanique utilisée par Damien pour fabriquer ses étoffes. Donc là, le principe, en fait, ça va être d'entrecroiser les fils de chaîne avec les fils de trame. Donc les fils de chaîne, c'est les fils qui sont dans le sens de la longueur. Et les fils de trame, c'est les fils qui vont passer dans le sens de la largeur. Et en entrecroisant ces fils, en fait, ça va donner cette toile. Voilà. Une fois le tissage terminé, les étoffes vont être grattées, puis découpées pour enfin être travaillées dans l'atelier de confection. Donc tous les produits qu'on trouve dans ta boutique sont confectionnés ici dans cet atelier. Donc là, je peux te garantir que 100% des produits vont passer entre les mains des couturières et passent par cet atelier. C'est une entreprise familiale, on est la 5e génération et nos parents ont su nous apporter et nous transmettre vraiment ce flambeau et cette passion qui maintenant font la force de l'entreprise à l'heure actuelle. Depuis sa création il y a 126 ans, le savoir-faire de cette famille n'a jamais failli. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce travail 100% artisanal, Damien et son équipe vous ouvrent grand les portes de leur atelier toute l'année. La prochaine étape de votre périple pyrénéen se situe à seulement 15 petits kilomètres de la manufacture. Implantée sur son promontoire au-dessus de la vallée des Gaves, voici la jolie petite commune de Saint-Savin. À l'intérieur de cette imposante demeure qui donne sur la place du village, vous trouverez l'une des tables gastronomiques les plus réputées du département. C'est ici que travaille Jean-Pierre, le maître cuisinier des lieux. Ce chef passionné aime célébrer son terroir au travers de ses plats. Bonjour Jean-Pierre. T'as passé une bonne matinée, ça a Oui, été très bien. Eh bien, il faut que tu sois en forme parce qu'on a du boulot là. Au programme cet après-midi pour Hortense, petit cours de cuisine autour d'un plat emblématique, la garbure. Donc la garbure, c'est un plat très rustique. C'est un plat convivial avec des produits de cette belle région. Le haricot tarbé, Ouais. le chou, les navets, des carottes, du céleri, un peu de thym, des coins de jambon et des crosses de jambon. Ensuite, le noir de Bigorre, indispensable aussi. Ce que tu vas pouvoir faire peut-être d'abord, c'est commencer à éplucher les carottes. Les carottes. C'est important, Jean-Pierre, d'avoir des produits locaux comme ça pour ta garbure? C'est très très important. J'ai souvent cette image, un cuisinier, c'est un paysan qui a mal tourné. Il doit être le VRP de sa région et mettre en avant toutes les productions de sa région. Donc moi, si tu veux, je milite depuis des années et des années dans ce domaine. Je suis connu pour ça. Tous ces produits du terroir sont les ingrédients de base indispensables à la bonne réalisation de notre garbure. Une soupe qui autrefois était le plat quotidien des paysans montagnards. Alors tu vois, cette garbure, donc, il nous faut une taille de légumes très rustique pour respecter justement ce terroir profond. Donc c'est une taille à la paysanne. Et là, la taille paysanne, c'est le légume, en définitive, qu'on coupe de façon comme ça, des grossières. Bon, je te laisse faire, tu vois à peu près. À toi d'œuvrer. Voilà, très très bien. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Si la garbure est une recette accessible aux cuisiniers les moins expérimentés, le secret de sa réussite réside dans quelques petites astuces que va nous révéler Jean-Pierre. On fait un bouillon avec le camaillou, donc ce haut de jambon, qui vient parfumer, parce que dans la garbure, l'essentiel c'est d'avoir ce goût justement de ce haut de jambon. Tiens, approche-toi, sens, tu vas voir, mais ça a été un peu mijoté avant, qui va nous permettre d'intensifier le goût. Voilà, c'est une petite astuce. Et donc on met les légumes? Alors les légumes, on va les faire revenir avec un peu de graisse de canard.
À consommer avec modération, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, celle-ci est indispensable pour apporter de la saveur à nos ingrédients. Allez, vas-y. Voilà, on va mouiller avec le bouillon qu'on a préparé, dont je te parlais tout à l'heure. Hein? D'accord. Voilà. Alors, on y va. On va pas tout mettre? Si. Si? Donc ça, tu vois, c'est la garbure classique, rustique de Bigorre. Mais il y avait aussi des variantes. Lorsqu'on voulait un peu enjoliver le plat, pour un côté plus festif, on ajoutait du confit. Tu vas me le passer. Confit qui peut être de canard, comme celui-ci, ou du confit d'oie, ou voire du confit de porc aussi. Voilà, très bien. Bon, alors maintenant, on a tous les éléments et on va faire une prière pour que ce soit bon. Hein, et puis c'est tout. Eh bien, allez. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Non. C'est parti pour 3 heures de cuisson minimum pour notre garbure royale. Et oui, car plus votre garbure mijotera, meilleur sera son goût. Ah, la dégustation. C'est un plat rustique, mais quand même qui a de la gueule quoi, dans l'assiette. Hein. Ah oui, ça c'est Ça sûr. donne envie de goûter. Quoi, hein. Oui. Alors, hein, on y va. Il y a vraiment une teneur puissante en légumes. Hein. C'est super bon. J'en ai déjà mangé des garbures, mais alors celle-là, c'est peut-être parce que c'est moi qui l'ai fait avec toi. C'est certain, c'est certain. En tout cas, je me régale là. Bon, à la bonne heure. Oui. Amoureux de la bonne chair, le restaurant de Jean-Pierre est fait pour vous. Vous y goûterez une cuisine généreuse et authentique, directement inspirée des spécialités traditionnelles du département. Poursuivons notre voyage et dirigeons-nous maintenant à un peu moins de 20 km plus au nord. Nous allons vous faire découvrir un lieu unique au monde, situé dans l'une des villes les plus touristiques de France, le sanctuaire de Lourdes. Implanté sur un domaine de plus de 50 hectares, le sanctuaire de Lourdes constitue le plus important centre de pèlerinage catholique de France. Chaque année, des millions de visiteurs viennent du monde entier dans cette petite ville où au XIXe siècle, une jeune fille prénommée Bernadette aurait rencontré la Vierge dans une grotte près de la rivière. Étudiante en médecine, Léna est originaire de Lourdes. En 2016, elle a même été sacrée Miss Haute-Pyrénées. Très attachée à son département, c'est elle qui sera notre guide pour la dernière étape de ce voyage. Si elle a choisi de nous faire découvrir le sanctuaire de Lourdes, c'est pour mieux comprendre cet ensemble architectural unique en France, bâti en à peine 100 ans. Celle qui va nous faire plonger dans l'histoire du sanctuaire, c'est Cécile, guide culturelle sur le site depuis 15 ans. Alors ici, tu vois, c'est l'esplanade du Rosaire. C'est ici que tout se passe, grand lieu de rassemblement. Et puis on a une vision d'ensemble de toutes les églises qui existent sur ce sanctuaire. Donc tu as celle d'en haut qu'on appelle la basilique de l'Immaculée Conception, la première qui a été construite en 1866. Petite église très classique qui peut accueillir 700 personnes, très vite trop petite. Donc en 1883, on va commencer la construction de la seconde, celle qui est à notre niveau, la basilique du Rosaire. Et je vais te montrer ce chef-d'œuvre de l'art romano-byzantin. D'un style bien loin de nos églises classiques, la basilique du Rosaire peut accueillir jusqu'à 1500 fidèles. Autour de sa coupole centrale vertigineuse, 16 chapelles ornées de décors somptueux. C'est des mosaïques, c'est ça? Voilà, ce sont ce qu'on appelle des mosaïques byzantines. Et le but de cette église, c'est un livre d'images. Et c'est en France une des églises où on a le plus de mosaïques byzantines, puisqu'on a un peu plus de 2000 m² de mosaïques, ce qui est là aussi quelque chose d'extraordinaire. Donc je vais te montrer une des chapelles que j'aime particulièrement. Si tu veux bien me suivre, allons-y. Comme tu peux le constater, elle est resplendissante. Alors, les mosaïstes ont fait un travail remarquable. Il s'agit de ce qu'on appelle la Pentecôte.
Moi, comme je dis toujours, c'est une église où chacun y trouve son compte. Parce que celui qui veut une lecture religieuse va être marqué par chacune des chapelles, et celui qui est purement intéressé par les arts décoratifs va également y trouver son compte par la densité et la variété des décors. Chef-d'œuvre du XXe siècle, la basilique du Rosaire va vite, elle aussi, s'avérer trop petite pour accueillir tous les pèlerins. Pour répondre à leur affluence grandissante, la construction d'une troisième église devient alors nécessaire. Mais pour ne pas rompre avec la perspective du sanctuaire, c'est sous terre que cet ouvrage va être bâti. Voilà Léna, c'est la basilique Pie X. Tu dois la connaître en tant que Lourdaise. Ah oui, alors c'est vrai que ça fait quelques années, depuis j'ai quand même grandi, mais je me sens toujours aussi petite face à l'immensité de ces arches. Là, c'est impressionnant, hein, c'est très imposant. Alors déjà, c'est une des plus grandes églises au monde. 14 000 mètres carrés, un peu plus. 210 mètres dans la longueur, 80 dans la largeur. C'est un exploit technique. Alors à l'époque, on a utilisé un béton qui était tout nouveau, qu'on appelle le béton précontraint, et qui permet d'avoir des portées très très larges, sans piliers, puisque ce béton précontraint est toujours en mouvement, en balance. Et on a des portées de 80 mètres, 60 mètres, et pas un pilier. Et ça donne toute la symbolique à l'espace, une nef unique qui ressemble à une carène de bateau inversée, et qui, dans la religion, rappelle l'arche de Noé, évidemment. Que votre quête soit spirituelle ou non, visiter le sanctuaire de Lourdes, c'est s'immerger dans l'histoire d'un lieu centenaire, au patrimoine architectural aussi varié qu'exceptionnel. Une destination à ne pas manquer lors de votre prochain voyage dans les Hautes-Pyrénées. Dirigeons-nous à présent à quelques kilomètres de Lourdes. Léna va nous emmener à la découverte d'un autre petit miracle pyrénéen, entièrement façonné par la nature. Depuis son ouverture au public en 1903, la grotte de Bétharram est une des attractions les plus réputées du département. Mais l'histoire de cette grotte, c'est aussi une saga familiale, où les générations se succèdent à la tête de ce lieu unique depuis plus d'un siècle. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Merci. Alors, vous voulez un petit café pour vous réchauffer? Avec plaisir, volontiers. Aujourd'hui, c'est Albert qui gère et perpétue cette aventure familiale. Et ce n'est pas un hasard si le propriétaire de la grotte a choisi cette salle prestigieuse comme lieu de rendez-vous. C'est magnifique ici. Moi, je m'attendais à arriver dans une grotte. Je me retrouve dans un café un peu art déco, là. On est où ici? On est à la sortie des grottes de Bétharram. C'est un hall d'accueil qui a été construit par mon grand-père en 1924. D'accord. Et donc, pour accueillir les gens qui sortaient des grottes, il a fait ce bâtiment. C'est un des premiers bâtiments en béton armé de France. Donc, vous voyez, c'est un bâtiment historique et magnifique. C'est le travail de toute une famille au fil des générations. C'était un homme visionnaire pour faire évoluer les grottes et accueillir les clients. Albert représente la 4e génération à la tête de Bétharram. C'est son arrière-grand-père, Léon, artiste peintre et photographe, qui a eu l'idée d'ouvrir cette grotte au public au début du XXe siècle. C'est aussi lui qui a entrepris les premiers aménagements à l'intérieur afin d'en faciliter l'accès. Voilà. Allez, venez. Merci. Venez. Aujourd'hui, un parcours souterrain de presque 3 km permet de visiter les 3 étages de galeries creusées par l'eau dans la montagne calcaire. Albert nous emmène dans la partie supérieure, la plus vaste de toutes, réputée pour ses plafonds exceptionnels. Alors vous voyez, on est dans la plus belle salle de ces grottes de Bétharram, qui s'appelle la salle des lustres, parce qu'il y a beaucoup de concrétions, de stalactites qui pendent à la voûte, qui ressemblent à des lustres géants. On n'imagine pas ce qu'il y a sous terre, alors qu'en voiture, on admire les montagnes. C'est magnifique, c'est impressionnant. Un spectacle féerique, entièrement naturel. Car depuis quelques millions d'années, ce sont les gouttes d'eau qui façonnent et sculptent le sous-sol de cette grotte. Et parmi toutes ces formations, il y en a une qui attire particulièrement l'attention des visiteurs. Nous voici devant la colonne en formation. Elle nous fait le plaisir de goûter, comme si c'était une poignée de diamants qui tombait sur la pointe et qui part en éclats.
dans aucune grotte on n'a trouvé d'aussi belle formation de colonnes stalagmitiques. D'accord. Vous voyez? Là, c'est bien proportionné. Oui, c'est impressionnant. Dans combien de temps à peu près on peut imaginer que la stalactite va rencontrer la stalagmite? Eh bien, je vous donne rendez-vous dans 5000 ans, à raison d'1 centimètre par siècle, s'il y a beaucoup d'eau. D'accord. Venir à Bétharram, c'est être assuré d'y voir l'un des plus beaux spectacles des Hautes-Pyrénées. La garantie d'une excursion unique, qu'une balade en barque sur la rivière souterraine, ainsi qu'un voyage en train, concluront en toute originalité. Alors n'attendez plus, les grottes sont ouvertes presque toute l'année. Poussons notre balade à 20 km au nord et faisons une halte à Tarbes, capitale du département. Pour la dernière étape de notre voyage, nous vous proposons une petite escapade en voiture de collection. Point de départ de cette virée atypique, l'hôtel de ville de Tarbes. Bonjour. Bonjour Léna. Enchantée. Waouh. Mais qu'est-ce qu'elle est chouette cette voiture. Elle date de quand? Elle est 1938. C'est votre bijou, c'est ça? C'est mon petit bijou, voilà. Mais elle est magnifique, donc c'est avec ça qu'on va partir faire un tour? Tout à fait. Membre d'une association de collectionneurs de voitures anciennes, René sera notre chauffeur tout au long de cette belle journée. Au volant de son cabriolet, il nous conduit vers un lieu emblématique à Tarbes et très apprécié des citadins, le jardin Masset. Véritable écrin pour les botanistes, ce havre de paix a été labellisé Jardin remarquable en 2004. Un petit joyau qui n'a plus aucun secret pour Nicole, conservateur des musées de Tarbes. Bonjour. Bonjour Léna. Enchantée. Ravie de vous accueillir dans ce parc. Merci beaucoup. C'est la première fois que tu viens dans ce parc? Ah non, alors je connais un petit peu ici, je viens depuis toute petite. Voilà, j'aimerais maintenant découvrir, en savoir un petit peu plus sur l'histoire. Alors, ce lieu, avant, il faut imaginer, au début du 19e, on est complètement en dehors de Tarbes et c'est une zone très marécageuse, complètement insalubre. Et il y a ce personnage, Placide Masset, qui est un très grand botaniste. Et cet homme qui a voyagé partout, qui a construit des parcs un peu partout, rêve lui aussi d'avoir son palais et son parc. Et en 1829, il va acheter 11 hectares de terrain qu'il commence par irriguer et il va commencer par planter ce magnifique cèdre. Composée d'un grand nombre de végétaux d'origine exotique et européenne, la flore du jardin est remarquable par sa beauté et sa diversité. C'est au cœur même de cet arboretum que son créateur, Placide Masset, a souhaité faire construire sa demeure. Ce palais, il va confier la construction à l'architecte Jean-Jacques Latour, qui est aussi un architecte de Tarbes. Et Jean-Jacques Latour va lui proposer un palais oriental. C'est une copie d'un palais du Caire et malheureusement, Placide Masset va décéder. Avant de voir la fin de son rêve, en 1853, il décède et il lègue à la ville de Tarbes l'ensemble de ses propriétés pour que la ville poursuive son rêve. Et ce parc, donc, maintenant, c'est un lieu de repos, un lieu de ressourcement, un lieu, un petit peu un Éden. Ce que voulait Placide Masset, il voulait un paradis. Et je pense que c'est ce qu'est ce parc aujourd'hui. Une bien belle histoire pour ce jardin qui, depuis près de 185 ans, fait le bonheur de tous ceux qui viennent s'y promener. Poursuivons notre balade en compagnie de René et Léna et laissons-nous guider sur ces magnifiques routes au paysage vallonné. À un peu moins de 40 km de Tarbes, nous allons vous faire découvrir un haut lieu du patrimoine pyrénéen perché sur son promontoire rocheux. C'est Isabelle, une guide chevronnée, qui va nous en dire un peu plus sur cette forteresse médiévale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au château de Mauvezel. Merci beaucoup. Waouh, il est impressionnant ce château, il est magnifique. Effectivement, c'est un très très beau château médiéval, construit entre le 11e et le 15e siècle. Alors il est très connu pour la construction de son grand donjon, puisque c'est Gaston Phébus, le grand seigneur local, qui a construit ce grand donjon au XIVe siècle.
c'était la guerre de 100 ans, donc on risquait les attaques des Anglais, les attaques des Armagnacs. Et donc Gaston Phébus a construit ce donjon pour protéger et faire un État pyrénéen et contrôler absolument tout le territoire. Alors justement, on se demande, est-ce que stratégiquement ça a fonctionné pour le coup? Oui, complètement, puisque le château n'a jamais été attaqué. Il a été assiégé simplement une fois, mais il n'a jamais été attaqué. C'est vrai que le château de Mauvezin, c'est l'endroit à côté duquel on ne peut pas passer. On ne peut pas passer à côté. Déjà, vu sa position, on le voit de loin, ça c'est bien vrai. Vous l'aurez compris, le château de Mauvezin est un incontournable qui émerveillera tous les amoureux de l'architecture militaire médiévale. Avant de clôturer notre balade, René a réservé une surprise à Léna. Direction le village de Tournaille, à seulement 10 petites minutes en voiture. C'est ici, dans cette conserverie réputée, que se réunissent régulièrement les membres de l'association dont fait partie René. Bonjour! Ok, grande. Enchanté! Bonjour, je te présente Léna. Jean-Bernard est le patron de cet établissement gourmand et convivial. Mais sa passion ne se limite pas uniquement à la fabrication du foie gras. Vous aussi, vous êtes membre de l'association? Oui, tout à fait. Je possède une Morse de 1922, une limousine. Celle qu'on voit ici? Voilà, je l'ai sortie pour cette belle journée. Voilà la passion des bons produits et des belles mécaniques. D'accord, mais je comprends que les membres de l'association aiment se retrouver ici, du coup. Tout à fait, oui. C'est les habitués? Ils viennent assez souvent, surtout l'été, quoi. On fait des petits casse-croûtes avant de partir en balade dans nos belles Pyrénées. Des balades exceptionnelles que vous aussi, vous pourrez un jour peut-être partager avec les membres de cette association. Notre voyage est maintenant terminé. Vous savez désormais que le département des Hautes-Pyrénées a bien des richesses à partager. Autant de lieux qu'il faut absolument voir une fois dans votre vie.